Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui va faire grincer quelques dents. Voilà, surtout les dents des fans de Dragon Ball, puisque là il s'agira bien évidemment d'une vidéo qui se focusera, si vous me permettez ce petit anglicisme, sur les pires décisions scénaristiques prises au fil de l'histoire de Dragon Ball. Désolé les amis, mais effectivement il s'agira là donc de ces moments où on se demande, mais en fait, pourquoi avoir fait ça? Voilà, pourquoi avoir poussé l'histoire dans cette direction? Ces moments qui ont un peu changé la dynamique du manga, ou même gâché certains aspects qu'on aimait bien. Voilà. Il s'agira également dans cette vidéo des arcs narratifs que Dragon Ball a complètement abandonnés ou laissés de côté en cours de route. Vous savez, ces intrigues prometteuses qui nous ont tous fait vibrer, comme par exemple le fait que Gohan était censé en principe prendre le flambeau de son père Sangoku pour devenir le véritable protecteur de la Terre. Bon, finalement, ça n'a mené nulle part. C'est le problème, voilà. On va parler donc de ça, on va parler de tous ces personnages oubliés, des serments non tenus, des promesses qui ne sont pas arrivées au bout. Bon voilà, on va revenir sur tous ces moments qui nous ont fait attendre quand même à un développement épique de certains personnages, de certains arcs narratifs, mais qui ont disparu aussi vite qu'un petit coup de Kamehameha, malheureusement, voilà. On va parler des moments où l'intrigue ne fait pas sens, on va parler des décisions qu'a prise Toriyama, qu'il aurait peut-être pas dû prendre, rip à lui, bien évidemment, Toriyama Sensei, que du respect sur son nom, mais parfois on se dit que le mec était un bon dessinateur, mais en termes d'écriture de scénario, bon, il y avait peut-être moyen de s'améliorer quelque peu, voilà, et je dis ça évidemment en toute humilité, bien évidemment. Ce gars-là est un génie là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, alors, quoi qu'il en soit, voilà, vous pouvez sortir vos fourches et vos torches, parce que je vais prendre cher, je pense, dans les commentaires, et quoi qu'il en soit, c'est parti. Mais avant de commencer les choses sérieuses, on va quand même parler du sponsor de cette vidéo, c'est-à-dire l'application Fiol. Alors, aujourd'hui, j'ai quand même envie de vous présenter une application qui a vraiment besoin de vous pour grandir et devenir la plateforme de lecture incontournable. Si vous êtes fan de romans, de bandes dessinées, de mangas ou de comics, eh bien, cette appli est faite pour vous. Elle est déjà dispo sur iOS, donc si vous avez un iPhone ou un iPad, n'attendez plus pour la télécharger. Alors, Fiol, c'est une petite équipe ultra motivée qui travaille d'arrache-pied afin de créer une expérience de lecture en ligne unique. Actuellement, à l'heure où je vous parle, vous y trouverez déjà plein de romans, quelques BD, mangas, comics, mais leur objectif est d'aller beaucoup plus loin et d'offrir un catalogue encore plus riche. Et pour y arriver, ils ont besoin d'une communauté solide, et c'est là que vous intervenez. Alors, en gros, voilà ce que vous pouvez faire pour les aider. Déjà, téléchargez l'appli dès maintenant, en principe elle sera dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à l'offre qui vous correspond le mieux pour soutenir directement leur travail. Parlez-en autour de vous à vos potes fans de lecture, de culture geek et voilà, d'histoire épique, ce genre de choses. Et ce n'est pas tout, parce que Fiol fonctionne également comme un service de streaming avec 3 formules d'abonnement adaptées à tous les budgets. Alors d'abord, il y a le petit plaisir, gratuit sans engagement, parfait pour découvrir des œuvres gratuitement. Ensuite, il y a le fan, une offre abordable, afin d'accéder à tout le contenu d'une catégorie, c'est-à-dire romans, mangas, BD, comics, on est limité. L'érudit, l'abonnement premium pour profiter de tout le contenu sans restriction. Et à cela, il y a quand même une petite nouveauté assez géniale, eh bien, Fiol propose également une carte de fidélité. Une première dans le domaine, puisque à chaque mois de lecture, vous cumulez des points qui, une fois votre Fiol rempli, vous permettent de gagner une carte cadeau. Et oui, donc vous êtes récompensé pour lire, c'est incroyable. Et c'est même pas fini, parce que si vous êtes un créateur ou un auteur, Fiol vous permet même de publier vos propres œuvres directement sur la plateforme et d'être rémunéré en fonction des lectures. C'est une vraie chance de partager votre talent avec un large public. Enfin, l'équipe est consciente que tout n'est pas encore parfait et elle reste à l'écoute de la communauté. Une adresse email sera dispo en principe dans la description afin de signaler tous les bugs que vous voyez, poser des questions ou donner vos suggestions. Alors les mecs, si vous avez un iPhone, eh bien c'est le moment de rejoindre l'aventure Fiol. Et pas de panique pour les utilisateurs d'Android, une version arrivera bientôt. Mais en attendant, c'est à vous, la communauté iOS, de faire la différence et de donner un maximum de visibilité à ce projet incroyable. Alors voilà, merci pour votre soutien et maintenant, place à la vidéo. Alors déjà, le premier truc qui fait un peu chier dans Dragon Ball, on va pas se mentir, et j'en ai déjà un peu parlé, c'est le délire avec Gohan et Son Goku. C'est-à-dire le fait que, à la base, on nous fait quand même comprendre, et ce depuis l'arc Saiyan, que Son Gohan va être, bon an mal an et bon gré mal gré, le prochain protecteur de la Terre. Goku finira par effectivement lui filer le flambeau. Le problème, c'est que l'une des décisions les plus frustrantes de Dragon Ball, c'est sans doute le retour de Goku après sa mort héroïque face à Cell. Une mort qui était censée symboliser le passage de flambeau à son fils Son Gohan. D'autant plus que à ce moment-là, Son Goku avait pris la décision de ne pas vouloir être ressuscité, parce qu'il pensait justement que sa présence sur Terre attirait constamment le mal, entre guillemets. Et donc il estimait que Gohan était finalement fin prêt pour protéger la planète à sa place. Cela marquait une belle évolution de personnage, montrant un Goku prêt à se sacrifier pour le bien de tous, et surtout montrant Gohan prêt à prendre le lourd fardeau de son père.
Le problème, c'est que Dragon Ball, finalement, avec l'arc-bout, a fait totalement marche arrière, en ressuscitant Goku sans aucune vraie explication, afin d'affronter Buu. Voilà, je fais bien évidemment référence au fait qu'il se soit fait ressusciter par le vieux Kaioshin. Il n'y a même pas eu besoin de Dragon Ball. C'est pour dire à quel point Toriyama n'en avait plus rien à foutre à ce moment-là. Genre, ouais, vas-y, allez, Son Goku est ressuscité. Bon, c'est le vieux Kaioshin qui sort d'une épée, qui le ressuscite. Allez, ta gueule, c'est magique. Voilà. Ce retour casse toute la profondeur de son sacrifice face à Cell et ramène Goku au statut de héros au devant de la scène, sans réelle évolution, sans réel arc narratif et surtout au détriment de son fils Sangohan. Donc voilà, encore une fois, c'est une décision, je pense que Toriyama, voilà, aurait pu ne pas faire. je pense que ça aurait été mieux pour Dragon Ball. Autre décision un peu chiante, c'est le fait que tout ce délire de transformation, ça devient assez vite banal. Bon alors, les transformations en Super Saiyan étaient au début des moments épiques qui ont défini la série, ça c'est une évidence, mais à partir du Super Saiyan 2 et surtout le Super Saiyan 3, ça a marqué un tournant pour le négatif. Et surtout le Super Saiyan 3, qui est un peu une parodie de Super Saiyan, hein, voilà, avec ses longs cheveux qui n'en finissent plus, ses arcs électriques, à n'en plus savoir qu'en faire, voilà. Et d'ailleurs, c'est une transformation qui est introduite de manière presque désinvolte par Goku dans sa bataille un peu inutile contre Buu, contre Majin Buu, le gros Buu, effectivement, où il se transforme juste pour gagner du temps, afin que Trunks puisse aller récupérer le Dragon Radar. Voilà, cette transformation ne sert finalement pas à grand chose, elle consomme trop d'énergie, c'est impressionnant visuellement, mais ça perd son impact narratif, et finalement, voilà, c'est Super Saiyan 3. Donc, Super Saiyan 4, Super Saiyan God, bon. C'est un peu la porte ouverte à toutes les conneries qu'on a pu voir dans les autres séries de Dragon Ball, en réalité. Je veux dire, le péché original a été commis dans Dragon Ball. C'est vrai que les gens, bien évidemment, sont pas contents, et ont raison de pas être contents, effectivement, de voir Dragon Ball Super avec des transformations à tir larigot, avec Sangoku Super Saiyan God, Jet Blue, Super Saiyan God Blue, Super Saiyan God Rose, Super Saiyan God truc, Ego, Ultra Instinct. Ça n'en finit plus des transformations à rallonge, et c'est même plus des transformations, c'est des arbres généalogiques de transformation qui n'en finissent plus. Et le truc, c'est que si Dragon Ball avait continué, c'est-à-dire que si Toriyama n'en avait pas eu marre à partir de l'arc Cell, il me semble déjà à partir de l'arc Freezer, il voulait arrêter, bref. Mais admettons qu'il n'en ait pas eu marre et qu'il aurait continué après l'arc Buu, bah, ça se serait pas fini, quoi. Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, 5, 6, 7, voilà. On n'en serait pas fini, et clairement, cette décision de baser les combats Dragon Ball sur les transformations, ça n'a pas été une bonne décision. Je pense que c'est une évidence. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus intéressant de plus baser les combats sur la stratégie plutôt que sur le power level. Parce que c'est le problème des combats de Dragon Ball, j'en parle souvent, c'est que les combats et surtout la victoire dans les combats Dragon Ball est seulement et simplement basée sur celui qui a le plus gros chiffre, celui qui a le plus de power level. C'est pas une question de style de combat, c'est pas une question de stratégie, de tactique, c'est celui qui a le chiffre le plus gros, c'est celui qui gagne, voilà. C'est un peu con, c'est un peu bête, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on va essayer de s'éloigner des problèmes de fond, voilà, des problèmes de fond pour parler un peu des décisions scénaristiques à plus petite échelle, qui sont pas forcément visibles dès le début, vu que c'est des petites décisions qui ne concernent que des petits personnages, mais c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis... c'est quand même con de ne pas avoir poussé l'arc narratif de tel ou tel personnage jusqu'au bout. Et donc là, on va parler effectivement de Videl. Donc alors, le problème de Videl, qui est donc un personnage, on va le dire, assez insignifiant, le problème c'est qu'elle n'était pas si insignifiante que ça au début. C'est-à-dire que lorsque le personnage est introduit lors de la saga Buu, c'est sympathique de revoir un humain qui apprend à se battre et qui apprend un peu à maîtriser le ki, comme à l'époque... au tout début de Dragon Ball, à l'époque où effectivement Krillin et Son Goku étaient encore à l'époque des petits bambins qui s'entraînaient sous l'égide de Tortue Géniale, hein, sous l'égide effectivement de Muten Roshi. Donc c'était sympathique de revoir un personnage apprendre à voler, apprendre à utiliser un peu son ki, et elle avait un énorme potentiel pour devenir une combattante peut-être un peu importante, sauf que bon bah voilà, au bout de quelques chapitres dans la saga Buu, bah voilà, elle abandonne complètement cet aspect de sa vie, même elle est vraiment introduite de façon très forte au début de l'arc Buu, mais finalement elle ne sert plus à rien à partir du moment où Son Goku est ressuscité. Donc, alors qu'au début on ne voyait qu'elle, hein. Et à partir du moment où Son Goku est ressuscité, bah, c'est fini, on la voit plus, elle sert plus à rien. On se demande d'ailleurs pourquoi l'avoir développée, c'est là où tu te dis c'est un peu con. Et à la fin, on voit Videl mener une petite vie tranquille avec Gohan et leur Fipan, et à la fin on se dit mais pourquoi l'avoir développée? Elle ne revient jamais vraiment dans le feu de l'action, et c'est super décevant, je trouve. Voilà. Quel intérêt d'avoir introduit ce personnage pour ne rien en faire par la suite? Et bon, après vous me direz, on peut dire ça de la plupart des personnages humains, de tous les personnages humains, excusez-moi, de Dragon Ball.
Ça, le problème, c'est que si tu n'es pas un Super Saiyan, ça sert à rien. C'est comme ton Naruto, voilà, à partir d'un certain moment dans l'arc de la 4ème Grande Guerre Ninja, si tu n'as pas de Dojutsu, si tu n'as pas de Sharingan ou de Rinnegan, ou si tu t'appelles pas Naruto, tu ne sers plus à rien. Voilà, c'est des trucs, tu te dis que c'est chiant. C'est d'autant plus chiant que, voilà, encore une fois, à chaque fois, je dis du bien de Dragon Ball Multivers, mais c'est pas pour rien, voilà, respect à Salagir, mais dans Dragon Ball Multivers, on voit qu'effectivement il est possible de rendre à Videl ses lettres de noblesse, parce qu'on voit effectivement dans Dragon Ball Multivers, Videl utiliser la Z-Sword et se battre à coups de Kaioken, et pourquoi pas après tout. Je sais pas, je trouve ça sympathique. Bon, finalement elle sert pas à grand chose non plus, mais je veux dire, il y a une volonté d'arriver à quelque chose avec ce personnage. Je sais pas, il y a moyen, il y a toujours moyen de faire un truc. Voilà, c'est comme ça que fait Salagir en termes général. Voilà, par exemple sa version de Krillin en mode Muten Roshi Kaioken, ou alors par exemple je crois Yamcha en mode cyborg. Il me semble qu'il y a un Yamcha cyborg dans son univers, c'est un truc de ouf. Bref, c'est intéressant, c'est sympa, enfin je sais pas, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Voilà. Surtout quand on part du principe que les androïdes, là, C18, C19, Android 18, Android 19 et tous ces androïdes-là, sont basés sur des vrais humains à la base. Donc on se dit, bah, pourquoi ne pas avoir poussé ce délire-là un peu plus loin? C'est-à-dire qu'ok, d'accord, les humains ne sont pas assez forts pour tenir la dragée haute aux Saiyans. Mais alors pourquoi ne pas en avoir fait des androïdes? Enfin, je sais pas, n'importe quoi, essayez de faire en sorte que Krillin puisse servir à quelque chose. S'il vous plaît, quoi. C'est tout ce que je veux, quoi. Tout ce que je veux. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant, on va essayer de revenir à quelque chose d'un peu plus global et on va parler des haricots magiques, des senzu, évidemment. Ces petits haricots magiques qui soignent instantanément toutes sortes de blessures et qui ont été introduits comme un concept ingénieux à l'époque de Dragon Ball avec Maître Karin, effectivement, afin de permettre aux héros de se remettre sur pied après des combats difficiles. Mais avec le temps, le problème de ces senzu, c'est que c'est devenu une excuse narrative, voilà, un peu trop facile afin de prolonger les combats sans réelle tension. Voilà, dès qu'un mec est un peu blessé, boum, coup de senzu et on n'en parle plus. Voilà. Ça peut être utilisé pour guérir des ennemis, lors de la bataille contre Cell, ça n'a plus aucun sens. Et ça enlève tout le poids des blessures et ça réduit totalement le suspense des combats. D'ailleurs, on parlera plus tard du fait que la mort ne serve plus à rien dans Dragon Ball, mais voilà. Les senzu participent aussi du fait que la tension a complètement été tuée dans Dragon Ball. Parce que tu sais que de toutes les manières, si le mec meurt, bon, bah, il y a les Dragon Ball, et que si le mec est blessé, ou s'il lui manque un bras, ou je sais pas quoi, de toutes les façons, il y a les senzu. Donc voilà, tu te dis, putain, quelle connerie. Après, vous me direz, les senzu ne font pas repousser les bras, mais vous m'avez compris. Voilà, vous m'avez compris. Bon, je parlais un peu avant, effectivement, de ces personnages qui n'ont pas été poussés jusqu'au bout, bah, évidemment, on va parler de Oob. Voilà, on va parler de Oob, et du fait qu'à la fin de Dragon Ball, on revienne au délire sempiternel du passage de flambeau avec Oob. Donc finalement, le flambeau ne sera pas filé à Gohan, et ne sera pas filé non plus à Trunks, ni à Goten, puisque c'est un peu le délire introduit dans la saga Buu. Non. Là, cette fois, ce sera donc la réincarnation humaine de Kid Buu, hein, donc Oob. Voilà. Bon, cette décision sort un peu de nulle part. Paraît précipitée, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Le problème, c'est que ce soit dans Super, que ce soit dans GT, on ne voit jamais Oob. Après, vous me direz, Super se passe avant l'arrivée de Oob. Mais bon, le problème, c'est que ça a été détruit de toutes les manières. C'est-à-dire qu'à la fin de Super, quel intérêt de voir la réincarnation de Kid Buu, alors que Kid Buu, justement, ne peut même plus être comparé aux personnages que Son Goku et Vegeta combattent dans Dragon Ball Super. On peut parler de Moro, on peut parler de Jiren, voilà quoi. Quel intérêt de voir réincarner Kid Buu? Ça n'a plus de sens, parce qu'en réalité, à la fin de Dragon Ball, ça avait plus ou moins du sens, je dis bien plus ou moins, vis-à-vis du fait que Son Goku ne combattait plus depuis 10 ans, en principe. En tout cas, c'était comme ça dans Dragon Ball Z. Et le fait que Oob débarque, c'était un peu, voilà, c'était un peu l'ombre du dernier plus grand adversaire de Son Goku. Voilà, le problème c'est qu'évidemment avec Dragon Ball Super, puisque Dragon Ball Super se passe durant l'ellipse de 10 ans entre la fin de l'arc Buu et l'épilogue de Dragon Ball, voilà. Ça n'a plus aucun sens, et Oob a été totalement détruit, alors qu'il était censé être un peu le filet de sécurité de Toriyama, vu qu'il n'a pas réussi à finir son arc narratif du passage de flambeau avec Gohan, avec Trunks ou Goten, donc il s'est dit, vas-y, je vais réinventer un autre personnage, Oob, allez, afin que, enfin, le flambeau puisse être passé à quelqu'un d'autre, et que Son Goku puisse aller se reposer. Finalement, bah non, voilà. Même le délire de Oob, finalement, ça a foiré.
Maintenant, on va parler de deux éléments. Voilà, les méchants qui ont plusieurs formes, encore et encore, voilà. Bon. C'est un schéma narratif qui est vu et revu dans Dragon Ball. Voilà, le schéma du méchant qui révèle qu'il n'utilise qu'une fraction de sa puissance avant de se transformer en d'autres formes. C'est devenu rapidement un cliché dans Dragon Ball avec Frieza, avec Cell, avec Boo, et ensuite après dans Dragon Ball Super avec Moro. Voilà, cela crée une dynamique où il est difficile de prendre au sérieux les premières formes des méchants. Voilà, tout simplement parce qu'on sait de toute façon qu'ils vont se transformer encore et encore. Et c'est une répétition qui enlève une partie du suspense des combats, déjà qu'une grande partie du suspense des combats est déjà partie en vacances, donc voilà, on n'avait pas besoin de ça. Ensuite, j'en ai parlé au début de la vidéo, j'en parle dans toutes mes vidéos de Dragon Ball. Voilà, les Saiyans prennent toute la place, voilà. Parce qu'à la base, une des forces de Dragon Ball résidait dans son large éventail de personnages, avec des capacités uniques telles que Piccolo, Krillin, Tenshinhan, voilà. Le problème, c'est qu'avec l'introduction des Super Saiyans, tous les personnages non Saiyans ont peu à peu été relégués à des rôles secondaires, et les Saiyans dominent complètement l'histoire à partir d'un certain moment, et les autres personnages, même ceux qui étaient autrefois des combattants formidables, sont laissés sur la touche. Voilà, ça appauvrit l'univers qui, à ses débuts, misait sur la diversité des guerriers que l'on voyait combattre, c'était sympa, sauf qu'à la fin, bah, finalement, c'est Saiyan versus Saiyan. C'est un peu con, voilà, et les humains ont été mis de côté, c'est vraiment triste, voilà. Maintenant, on va parler d'un truc dont j'ai assez peu parlé, ou peut-être même jamais parlé, hein, attention, on va parler de la fusion. Alors, quel est le problème de la fusion? Bon, déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je pense que tout le monde le sait, mais sait-on jamais, là il s'agit effectivement d'un processus où deux personnages se combinent, fusionnent hein, bien évidemment, afin de créer un guerrier encore plus puissant, qui est donc le mélange des deux guerriers qui sont fusionnés, et c'est une idée assez intéressante lorsqu'elle a été introduite. Le problème c'est qu'avec le temps, la fusion est davantage devenue un outil narratif un peu paresseux, un peu cheapos, de plus en plus utilisé afin de surmonter des obstacles de façon un peu gratuite. Et maintenant devenu un procédé répétitif qui perd son impact. Ce qui aurait été intéressant, c'est que la fusion soit réellement permanente. Ce qui forcerait les personnages à vraiment réfléchir avant d'utiliser, c'est-à-dire avec les Potalas. C'est ça qui était intéressant avec les Potalas, c'est que effectivement, tu deviens un combattant surpuissant, mais d'un autre côté, tu dois quand même, comment dire, abandonner ton identité. C'est ça en fait le souci, quoi. Et à la fin, voilà, tu vois effectivement la fusion des Potalas qui, pour une raison, voilà, qui m'échappe encore, finit quand même par être arrêtée. Voilà, la fusion Potalas cesse à partir du moment où Son Goku et Vegeta sont inspirés par Boo, pour une raison qui n'a aucun sens. Encore une fois, c'est clairement parce que ça arrange l'intrigue. Voilà, puisque à la base, la fusion Potalas était censée être permanente, et c'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire que, ok, ça te donne un boost de puissance qui est absolument extraordinaire, mais d'un autre côté, derrière, tu dois payer, quoi, c'est pas gratuit, et c'est pour ça aussi, et encore une fois, je fais de la pub à Dragon Ball Multivers, bah, il y a un multivers dans Dragon Ball Multivers où Végétaux est resté Végétaux, voilà, après la fusion Végétaux, bah, il reste ce qu'il est, et puis voilà, quoi, c'est ça qui est intéressant, et d'autant plus que, c'est d'autant plus intéressant que Végétaux, il me semble, est le grand méchant de Dragon Ball Multivers, en tout cas, au moment où je me suis arrêté de lire le manga. Voilà, le fan manga plutôt. Donc c'est ça qui est marrant. Parce que oui, lorsque la fusion est permanente, bah, ça crée vraiment des enjeux beaucoup plus intéressants pour les personnages et leurs décisions. Sauf qu'à la fin, bah, c'est juste une solution de facilité, puisqu'il suffit juste de fusionner, de battre le méchant et puis de défusionner. Voilà. Le fait que ce soit temporaire, ça nique tout, je trouve. Voilà, tout simplement. Autre décision vraiment picota, bah, c'est l'inflation des pouvoirs des Dragon Ball. Parce qu'au début de la série, réunir les Dragon Ball, déjà, c'était un véritable défi. Voilà. C'était pas facile de les réunir, il fallait plusieurs arcs pour les réunir, les Dragon Ball. Sauf qu'à partir d'un certain moment, les Dragon Ball sont tellement faciles à réunir qu'elles sont réunies hors champ, en fait, hors champ. On voit les personnages réunir les Dragon Ball en une case. C'est même pas en une case, c'est quand même compliqué. Et en plus, surtout, les pouvoirs des Dragon Ball, à la base, étaient censés quand même, limite, étaient censés être quand même sacrés. C'était quand même quelque chose, attention, le dragon, un truc de ouf, quoi. Alors que là, maintenant, bah non. Il y a eu plein de nouvelles versions de Dragon Ball, notamment celle de Namek, et même les Super Dragon Ball dans Dragon Ball Super, mais ça, à la limite, c'est pas Dragon Ball Z. Bon, on s'en fiche. Mais quand même, voilà. Et ce sont des reliques qui sont devenues bien trop accessibles et beaucoup trop puissantes. Et même avec Dende qui permet effectivement de changer les règles des Dragon Ball, enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est un action replay. L'aspect sacré et séculaire de Dragon Ball a complètement été détruit. C'est ça le problème. Donc finalement, on passe d'un vœu à 3 vœux. On passe du fait de pouvoir ressusciter une personne à plein de personnes. Je sais pas, c'est vraiment con. Voilà, c'est vraiment stupide. Et l'aspect, encore une fois, un peu légendaire de Dragon Ball a complètement été plombé par ces décisions scénaristiques qui auraient pu être, je pense, évitées. Voilà. Et forcément, effectivement, on va parler d'un truc, bon bah voilà, je parle souvent de ce truc-là, c'est le fait que la mort n'a plus aucun impact dans Dragon Ball. Voilà, les résurrections, sans fin, banalisent la mort
dans Dragon Ball. Parce qu'à la base, dans Dragon Ball, la mort, c'était quand même un événement marquant. Lorsque Krillin se fait tuer, je crois, par Tambourine ou je ne sais plus qui, au tout début de l'arc Piccolo Daimao, c'était un délire, c'était quand même une grosse conséquence. Le problème, c'est qu'avec les Dragon Ball et les autres formes d'intervention divine, telles que le vieux Kaioshin qui ressuscite Son Goku à la fin de l'arc Buu, enfin bref, voilà, la mort est juste devenue une étape de la vie. C'est quand même con, voilà, avec Son Goku, Krillin et bien d'autres qui sont morts et ressuscités, Vegeta aussi, ce qui fait que la tension et le poids émotionnel des combats en souffrent, voilà. Et les personnages ne semblent même plus vraiment craindre la mort, parce qu'ils savent qu'ils pourront revenir. Et cela enlève une partie importante de la tragédie et du drame dans l'histoire de Dragon Ball. Sauf qu'au lieu de continuer sur cette lancée, Dragon Ball finalement tourne Kazakh, revient sur ses pas, retire Son Gohan des projecteurs et redonne le flambeau à Son Goku, en rendant Gohan totalement inactif dans la conclusion de la saga Buu. Alors que, à la base, la saga Buu aurait pu être peut-être la consécration de Son Gohan. En mode, bon ok, il a battu Cell, mais c'est pas juste un coup de chance. Il va rebattre Buu derrière pour montrer qu'il est vraiment le digne successeur de son père. Donc finalement, ça n'a pas été le cas. Après, encore une fois, je critique beaucoup la saga Buu à cause de ça, mais je trouve toujours, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, que c'est le meilleur arc de Dragon Ball. Hein. Voilà, vous pouvez revoir ma vidéo si jamais ça vous intéresse, mais bref, je m'égare. Quoi qu'il en soit, voilà, ce choix narratif m'a laissé, on va le dire, des plus perplexes. Voilà, parce que Gohan avait tout pour devenir le héros de la série, mais finalement a été relégué au second plan. Voilà, d'ailleurs, de toutes les manières, voilà, il sera pas le seul, puisque Goten et Trunks le rejoindront peu après. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Autre chose dont on parle pas assez, c'est la disparition des quais de Saiyan. Voilà, je trouve ça un peu con, parce que les queues de Saiyan, qui permettaient à ces derniers de se transformer en singe géant, en Ozaru, attention, étaient une caractéristique importante des premiers arcs de la série. Et effectivement, ces queues de singes jouaient un rôle clé dans l'histoire et les combats. On voyait effectivement Gohan se transformer en Ozaru pour battre Vegeta, bref, vous avez compris le délire. Sauf qu'à partir d'un certain moment dans Dragon Ball Z, les queues de Saiyan finissent par disparaître purement et simplement sans aucune explication. Aucun des nouveaux Saiyan hybrides comme Goten ou Trunks n'en a. On ne dit même pas d'ailleurs pourquoi ils n'en ont pas, hein, ça n'a aucun sens. Et ça fait perdre complètement un aspect fondamental du lore des Saiyan, rendant leur origine extraterrestre encore plus useless. C'est ça, en fait, le problème. C'est que les queues des Saiyans faisaient partie, quand même, du sel de la race des Saiyans. Le fait de se transformer en Ozaru. Ce qui aurait été intéressant, c'est d'intégrer le délire Ozaru avec le délire Super Saiyan. Ce qui, d'ailleurs, a été fait dans DBGT. C'est une des rares bonnes décisions de DBGT. Mais finalement, bon, voilà, ça n'a pas été porté dans Dragon Ball Super. En tout cas, pas à ma connaissance. Et c'est vraiment con. Parce que ça faisait, effectivement, encore une fois, le sel des Saiyans. Le délire de singe. D'ailleurs, même, quand on les insulte, quand Freezer les insulte, c'est des insultes de singes. Voilà, ouais, bande de singes. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, surtout dans Dragon Ball Super, où ces personnages n'ont même plus de queue de toutes les manières, tu te dis mais pourquoi les insulter de singes, ça n'a plus aucun sens. Bref. Autre problème de l'arc Buu, c'est dommage, hein, parce que moi j'aime bien l'arc Buu. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, l'arc Buu a beaucoup de soucis, c'est le délire des pouvoirs d'absorption de Buu qui sont complètement incohérents. Parce que même si Majin Buu est l'un des ennemis les plus dangereux de Dragon Ball Z, grâce à sa capacité à absorber ses adversaires et à voler leurs pouvoirs, le problème c'est que les règles de l'absorption ne fait pas vraiment grand sens. Déjà le délire entre le Buu maigre qui aspire le gros Buu, ça n'a aucun putain de sens. C'est vraiment, n'a aucun sens. Mais surtout, lorsque Buu absorbe quelqu'un, apparemment il ne le tue pas. C'est quand même bizarre. Ils sont conservés dans des sortes de pods à l'intérieur de son corps. C'est bizarre, ça veut dire que ces personnages en fait sont rendus minuscules dans le corps de Buu et sont conservés dans une espèce de pod en chair rose. Ça n'a aucun sens. Et bien évidemment, bon, c'est un intérêt scénaristique puisque ça permet à Son Goku et Vegeta de libérer les personnages aspirés plus tard. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est clairement une commodité scénaristique qui affaiblit le caractère terrifiant de Buu. C'est ça en fait le truc. Maintenant, on va un peu plus s'intéresser aux arcs narratifs qui ont été un peu posés, des éléments scénaristiques qui ont été posés à un certain moment dans Dragon Ball et qui sont pas allés au bout. Voilà. Bon, déjà, on va commencer avec quelque chose, et attention, là, on va remonter à l'époque de Dragon Ball, à l'époque du maître de la grue. Voilà, effectivement. Donc, il me semble que c'est Chen, hein, il s'appelle comme ça, hein, je crois, qui était donc, effectivement, l'ancien ami de Tortue Géniale, donc de Maître Muten Roshi. Puisque, oui, et ils avaient effectivement une rivalité intense. Les deux, il me semble, étaient les élèves de Maître Mutaito, qui est donc un grand maître des arts martiaux et qui était le premier à avoir enfermé Piccolo Daimao dans un cuiseur, il me semble que c'est ça, hein. Voilà, toujours l'humour toriyamesque, hein. Rip à lui encore une fois. Bon, voilà. Donc ces personnages étaient des alliés, donc Roshi et Shen, et
petit à petit, il y a eu une rivalité entre les deux, et ils ont pris des chemins différents. Chacun fondant sa propre école avec des philosophies opposées. Et pendant le 22e tournoi mondial d'arts martiaux, le Butokai Tenkaichi, Shen place tous ses espoirs en ses élèves, c'est-à-dire Tenshinhan et Chaozu, afin de surpasser les disciples de Roshi, c'est-à-dire Goku et Krillin. Mais lorsque Tenshinhan réalise à quel point son maître est corrompu, il décide de trahir Shen et de quitter l'école de la grue. Et à partir de là, Shen jure de se venger de Tenshinhan, et jure de se venger de Mitten Roshi, et tout ça. Le problème, c'est que, vous l'avez deviné, cette promesse narrative n'a jamais été exploitée et n'a jamais été tenue. On voit un bref affrontement entre Tenshinhan et Tao Pai Pai lors du 23e tournoi, mais voilà, c'est loin d'être la confrontation épique que l'on attendait, puisque Tao Pai Pai est revenu en cyborg, exactement comme Freezer reviendra en cyborg plus tard dans la série. Tu sens que Toriyama, il recycle ses arcs narratifs, le gars, tu sens que le gars est paresseux, bon, encore une fois, il pas lui. Bon, voilà, ce combat n'a pas d'intérêt, puisque Tao Pai Pai se fait one-shot par Tenshinhan. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. Et finalement, Shen disparaît complètement de l'intrigue à partir de ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment con. C'est un potentiel énorme mais totalement abandonné. Et ça aurait été intéressant quand même de voir les élèves de Muten Roshi et les élèves de Chen évoluer côte à côte en parallèle. Enfin, je sais pas, ça aurait été intéressant, je sais pas. Puisqu'on parle de Tenshinhan, on va parler effectivement d'un personnage que Toriyama, encore une fois, rip à lui, a totalement oublié, et qui a été mis sur le côté, on va parler de Lunch, bien évidemment. Un personnage assez mémorable, à l'époque, dans Dragon Ball, puisqu'elle a une double personnalité, effectivement, sa forme de base est douce et innocente d'un côté, puis ensuite, criminelle endurcie, lorsqu'elle éternue. Voilà, ça a toujours été un personnage féminin assez unique, assez marrant, pourquoi pas. Et on voit à un moment donné que la version blonde de Lunch apprécie Tenshinhan et le trouve assez charmant. Et il semblait qu'une relation, voire une romance, pouvait se développer entre eux. Pourquoi pas après tout. Sauf que le problème, c'est que Toriyama a lui-même avoué qu'il avait oublié l'existence de Lunch lorsqu'il a commencé à écrire Dragon Ball. Voilà. C'est vraiment con, quoi. Ça veut dire que on la voit partir à la recherche de Tenshinhan, mais ce personnage est totalement oublié. Donc voilà, c'est un arc qui est complètement abandonné. Et on n'a jamais vraiment su si elle a finalement retrouvé Tenshinhan. D'ailleurs, même dans Dragon Ball Super, on ne la voit pas non plus. Voilà, et leur relation restait dans l'ombre. C'est dommage, parce que, encore une fois, Lunch, qui était un personnage plutôt marrant, pas très intéressant et pas très important non plus, mais pourquoi pas? On aurait pu la rendre intéressante, on aurait pu la rendre sympathique. Moi, je l'aimais bien, Lunch. Le problème, c'est que, bien évidemment, voilà, on pose un élément scénaristique et ce personnage disparaît totalement parce que Toriyama n'est pas foutu de relire son manga. C'est terrible. Et encore une fois, il rit pas lui. Hein, voilà, respect à Toriyama. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même dire les termes. Le gars, il oublie ses propres personnages de son propre manga. Et c'est ça, en fait, le truc. Et bon, là, je vais ouvrir une parenthèse, mais tous les mecs qui sont mordus de Dragon Ball et ultra passionnés, vous vous rendez compte, les gars, que vous êtes passionnés d'une œuvre écrite par un mec qui s'en bat les couilles, en fait. Il en a rien à foutre de Dragon Ball. Même pas foutu de se rappeler que Lunch existe. Même pas foutu de se rappeler que Trunks a les cheveux blancs et pas les cheveux bleus. Même pas foutu de de faire une recherche Google Images sur ses propres personnages. C'est ça qui me fout le seum avec Dragon Ball. C'est que vous avez trop de passion, les gars. La fameuse passion. La passion de Dragon Ball, les saintes écritures de Dragon Ball. Dragon Ball, c'est la vie. Dragon Ball, c'est pas la vie, les gars. Dragon Ball, c'est pas la vie parce que lui, il s'en fout. Voilà. Qu'il repose en paix, là-dessus, y a pas de souci. Mais à un moment donné, s'il vous plaît, regardez la vérité en face. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ça m'énerve, ce délire-là sur Dragon Ball. Les gars qui deviennent dingues. Ouais, attention, Toriyama. Mais il s'en fout, Toriyama. Il s'en foutait. C'était un gars qui avait un talent extraordinaire. Là-dessus, y a pas de souci. Voilà, encore une fois, repose en paix. Talent extraordinaire. Sensei, Toriyama même, je l'appelle. Y a pas de souci. Mais il s'en foutait. C'était un mec qui n'en avait rien à foutre de ce qu'il faisait. C'était le mec avec le talent insolent. C'est le type qui était le meilleur sans vraiment le vouloir, sans vraiment donner trop d'efforts là-dedans, quoi. Et il dessinait parce que parce qu'il trouvait ça sympathique. Voilà. L'Arc-Cell, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est son éditeur. C'était le talent qui parlait, c'était pas la passion. Il en avait rien à foutre. C'est un truc de fou. Moi, le truc qui m'avait fait câbler, qui m'avait fait serrer, c'était l'anecdote de Salagir. Effectivement, j'en parle beaucoup dans cette vidéo, c'est-à-dire le créateur de Dragon Ball Multivers, qui est donc allé voir Toriyama, qui lui a serré la main, il me semble qu'il allait le voir en chair et en os, et qui lui avait montré quelques-uns de ses dessins, il lui avait montré un dessin de Végétaux. Et Toriyama, lorsqu'il voit le dessin de Végétaux, il lui dit, et attention, je cite, quel est ce personnage? Est-ce que c'est un personnage de fan? Est-ce que c'est un fan art? Évidemment, Salagir lui dit, mais c'est un personnage de ton manga, Toriyama Sensei, c'est Végétaux. Voilà, c'est Végétaux. Et il me semble que Toriyama lui répond, frérot, ça fait 14 ans que j'ai pas lu mon manga, mais qu'est-ce que tu me casses les couilles? Voilà, il me semble que c'est plus ou moins ça, et je cite, hein, attention. Donc, bon, c'est quand même complexe cette histoire de Toriyama, encore une fois, rip à lui. Bon, autre élément scénaristique
qui est mis en place et qui est abandonné, parce que Toriyama a certainement oublié, c'est le fait que Vegeta promet de ne plus jamais se battre après sa défaite lors des Cell Games. Parce que oui, l'une des caractéristiques les plus marquantes du prince des Saiyans Vegeta, bah, c'est sa fierté démesurée. Et pendant toute la saga Cell, il est un peu obsédé par l'idée de surpasser Goku et de devenir le Super Saiyan le plus puissant, mais après avoir été surpassé par Goku, mais surtout par Gohan à la fin de l'arc Cell, bah, sa fierté en prend un gros coup. Voilà, un coup assez dévastateur, si je puis me permettre. Et donc, lors de la conclusion des Cell Games, après la mort de Goku, eh bien, Vegeta humilié jure de ne plus jamais se battre. C'est un serment, on va le dire, assez dramatique, qui aurait pu marquer un tournant dans l'évolution de Vegeta, mais dès l'arc Majin Buu, bah, on le retrouve à nouveau sur le ring, prêt à prouver sa valeur lors du 25e tournoi, Tenkaichi. Et donc, voilà, on sait pas vraiment ce qui s'est passé lors de ces 7 ans d'ellipse, mais il est évident que Vegeta a totalement oublié de respecter sa promesse. Et ce retournement rapide n'est jamais vraiment expliqué, et son serment, pourtant poignant, est complètement abandonné comme s'il n'a jamais été fait. C'est désespérant. C'est désespérant. Autre chose d'un peu con, le lien entre Son Goku et Son Gohan est complètement abandonné. Et attention, vous allez me dire, mais Son Gohan, mais c'est son fils, il le voit tout le temps. Moi, je parle du Son Gohan originel. Je parle du grand-père de Son Goku. Puisque l'un des moments les plus touchants dans les débuts de Dragon Ball, bah, c'est là quand même la relation entre Goku et son grand-père adoptif, c'est-à-dire Son Gohan. Voilà, ce dernier qui a été tué par Goku lors d'une transformation en singe, Ozaru géant, effectivement, sans que Son Goku ne s'en rende compte. Et cette perte a marqué Goku, puisque tout au long de la série, il garde un profond respect pour la mémoire de son grand-père. Voilà, c'est quand même assez mignon lorsque tu vois Son Goku pleurer pour la première fois, d'ailleurs pour l'une des seules fois, hein, je crois, lorsqu'il retrouve son grand-père qui revient de l'au-delà, enfin je veux dire, c'est là où tu vois que Son Goku, qui bon, depuis le début montré comme un espèce de monstre de puissance, finalement ça reste un enfant. Voilà, c'est assez sympa. Et c'était sympa aussi lors de l'arc Saiyan, lorsque Son Goku voit Vegeta se transformer en Ozaru, et il comprend que c'est lui qui a tué son grand-père. Alors qu'il combat Vegeta en mode Ozaru, il se dit « Pardon grand-père, c'est moi qui l'ai tué, je m'en rends compte maintenant. » C'était quand même assez touchant. Le problème, c'est que ça ne va nulle part. Voilà. Puisqu'à partir de ce moment-là, Son Goku semble complètement oublier l'existence de son grand-père, et pour toutes les fois où on le voit mort, ça aurait été quand même sympa de le voir traîner un peu avec son grand-père. Et même au-delà de ça, ça aurait quand même été sympa de le voir traîner, peut-être avec Raditz, peut-être avec son père Bardock, Bardock, comme vous voulez l'appeler. Ça aurait été quand même sympa d'exploiter le délire que la mort ne sert à rien. Ouais, t'es mort, mais finalement, t'es dans une autre succursale, quoi. T'es encore là, finalement. Ça aurait été sympa d'exploiter ce truc-là. Et de voir Son Goku, je sais pas, parler avec son grand-père Son Gohan, parler avec son père Bardock, parler avec Raditz, peut-être une petite rédemption, peut-être entraîner une petite rédemption vis-à-vis de Raditz. Je sais pas, tous ces passages sont morts, donc autant faire en sorte qu'ils puissent interagir entre eux. Enfin, je sais pas. Je trouve ça un peu con, quoi. Il y avait tellement d'opportunités dans l'au-delà pour que Goku puisse maintenir un lien avec son grand-père. Mais c'est un arc sentimental qui est complètement laissé en suspens. C'est un peu con. Il y a plein de trucs dont j'aimerais vous parler. Bon, déjà, Gotenks, le guerrier fusionné, entre guillemets. Bon, déjà, Gotenks, Gotrunks, comme vous voulez l'appeler. Je pense d'ailleurs qu'on l'appelle Gotenks, hein. Gotrunks, c'est un délire de la série animée. Bref, voilà. Laissé de côté après la saga Buu, ce qui est complètement con, parce qu'à la base, bon, Gohan était censé prendre le flambeau, finalement c'était à Goten et Trunks de prendre le flambeau, finalement personne n'a pris le flambeau. Donc voilà, le flambeau dans le cul de Son Goku, merci beaucoup. Le potentiel de Gohan en tant que successeur de Goku, on en a déjà parlé, je vais pas en reparler. Le fait que Goku aurait pu se faire entraîner par le Daikaio, voilà, par le vieux Kaio, ça aurait été sympa quand même. Si Son Gohan a été entraîné par Kaio, enfin, il n'a pas vraiment été entraîné, mais bref, voilà. Pourquoi pas Goku, ça aurait été sympa. J'ai des trucs, tu te dis, tu poses un arc scénaristique et à la fin ça sert à rien. Bref, voilà. Le délire de la Z-Sword aussi, ça n'a servi à rien. Le délire même de Kaioshin et Kibito qui fusionnent, ça n'a servi à rien non plus. Voilà, il y a beaucoup de trucs, trop de personnages qui sont largement ignorés dans la série, et qui auraient pu avoir un développement plus profond de leur rôle dans l'univers de Dragon Ball. Mais tous ces personnages, tous ces arcs narratifs sont relégués malheureusement à des rôles de support sans grande importance. Voilà, c'est un peu chiant. Autre chose de chiant dans Dragon Ball, c'est le fait que les ennemis utilisent souvent les attaques des héros contre eux. Voilà. Et ça, c'est un des aspects les plus chiants de Dragon Ball, dans le sens où ça ne permet pas aux méchants d'être caractérisés convenablement, puisque la plupart de ces méchants utilisent des capacités de Son Goku et de leurs amis. Tu prends par exemple Cell qui utilise le Kamehameha de Son Goku, c'est un peu chiant. Enfin, Son Goku est même de Tortue Géniale techniquement, mais bon voilà quoi. Tu prends Majin Buu, c'est la même chose, Goku Black, c'est la même chose. Bref, voilà, bon, après vous me direz Goku Black c'est Dragon Ball Super, mais voilà, c'est toujours le même délire. Même Vegeta, à un moment il sort des Kienzan, bah, voilà. C'est quand même con.
Et même si cela ajoute une tension initiale, l'effet diminue à force d'être exploité, perdant aussi son caractère unique et terrifiant. Il y a même 7-3 aussi qui est la même chose. Voilà. Il utilise les techniques des personnages principaux. On a vu ça au début, c'est bon, c'est fini, arrête de casser les couilles. Même Tenshinhan, à l'époque de Dragon Ball, hein, j'ai bien Dragon Ball, à l'époque où Tenshinhan n'était pas un schlag, il a utilisé le Kamehameha de Son Goku, quoi. C'est vraiment, tu te dis, mais même à l'époque, quoi. Tu sens que Toriyama, il est vraiment un peu obsédé avec le délire du si un mec est fort, il peut copier les techniques des personnages, tu vois. C'est un peu con. Bon, on arrive vers la fin de cette vidéo, on va terminer avec les deux derniers éléments qui sont récurrents, qu'on voit tout le temps et qui sont embêtants à un moment donné. Bon, déjà le fait que l'univers de la série Dragon Ball s'élargit incessamment, et à chaque nouvel arc, l'univers s'élargit, évidemment en contredisant ce qui a été dit lors des arcs précédents. Comme par exemple le fameux délire de Vegeta qui dit qu'il est le mec le plus fort de l'univers, ensuite c'est Freezer, et ensuite voilà, bon, c'est des trucs qui n'ont aucun sens, à chaque fois on contredit ce qui a été dit avant, ça n'a ni queue ni tête, même au-delà du délire du power level. Au début de Dragon Ball Z, c'est-à-dire voir Goku et ses amis quitter l'atmosphère terrestre pour aller dans d'autres planètes, c'était une étape assez excitante, c'était quand même sympa, sauf qu'aujourd'hui Dragon Ball continue d'introduire des nouveaux concepts tels que le multivers, et là évidemment, bon, il y a plagiat total et éhonté de la série de Salagir, c'est-à-dire Dragon Ball Multivers, mais ça c'est honteux, mais bref, je ne vais pas en parler, voilà. Maintenant on sort des êtres divins encore plus puissants, à tel point que des figures jadis impressionnantes telles que les deux de la destruction maintenant semblaient presque insignifiants, alors qu'avant c'était les Kaioshin qui étaient vénères, mais après c'est de la destruction, et après maintenant ça sert plus à rien, tu vois des mecs, bon, des gars comme Zeno, ça n'a aucun sens, bref, bon, encore une fois, ça c'est Dragon Ball Super, mais voilà. C'est toujours le même délire en fait, hein. Même dire oui, Dragon Ball Super, rien à voir avec Dragon Ball Z. Oui, mais c'est les mêmes défauts, c'est le power creep. C'est les enjeux qui augmentent, à un tel point que ça en devient ridicule. Et à chaque extension de l'univers, ça rend la série de plus en plus complexe stupidement, mais aussi de plus en plus difficile à suivre, de plus en plus incohérente, et ça rend bien souvent la simplicité des premiers arcs encore plus attrayante finalement. Quand on reprend la bonne époque de Tao Pai Pai, où il tuait des gens à coups de langue, on se disait que c'était beaucoup plus simple à l'époque, c'était beaucoup mieux. Il aurait fallu rester à petite échelle. Et pas péter un câble, quoi. Voilà, je pense que c'est mieux. Et toujours ce délire d'augmenter les enjeux, T'as pas besoin d'augmenter les enjeux pour faire en sorte que la série soit intéressante. Il suffit juste de bien écrire tes personnages et d'arrêter de casser des couilles. Voilà, de se centrer sur les relations interpersonnelles entre les personnages, faire des bons combats stratégiques mais à petite échelle, comme à l'époque de la première partie de Naruto. Voilà, des petits combats à petite échelle. Enfin, je sais pas, pour moi l'un des combats les plus palpitants ever dans un animé, c'est quand même le combat entre Shikamaru et Temari, alors que pourtant il se passe rien dans ce combat, c'est juste, il y a une meuf qui joue un peu d'éventail et l'autre qui manipule ses ombres. C'est vraiment des trucs à petite échelle. Et pourtant, mais je préfère 1000 fois un combat Temari versus Shikamaru que Son Goku versus Moro. Moi je suis vraiment désolé, hein. Donc t'es pas obligé à chaque nouvel arc de rajouter des trucs de fou. Ouais, alors multivers, nanani, les dieux de la destruction, les dieux de la galaxie, de l'univers. Chaque nouvel arc, il faut quand même augmenter les enjeux, il faut remettre un jeton sur la table. Les mecs, c'est pas la peine. De toute manière, ça n'en finira jamais et ça en devient ridicule. Bref. Et le dernier truc qui revient souvent, c'est que les méchants qui se font déboîter dans les arcs précédents reviennent toujours. Voilà. La défaite n'est jamais définitive. Hein. Dans Dragon Ball, en fait, il n'y a jamais rien de définitif, vu que la mort ne veut rien dire. Et des ennemis tels que Freezer Cell, ou même des personnages mineurs tels que Tao Pai Pai ou les androïdes, trouvent toujours un moyen de revenir dans la série, parfois sous une nouvelle forme, ou avec une puissance accrue. Si tu prends Freezer, le mec, il n'en finit pas de revenir. C'est-à-dire que dans Dragon Ball, il revient en mode cyborg, ce qui n'a aucun sens. Ce qui n'a techniquement aucun sens. En plus, encore une fois, si on parle de schéma narratif qui se répète, bon voilà, évidemment, on va forcément penser à Tao Pai Pai. Voilà, qui se fait défoncer par Son Goku, ensuite il revient quelques arcs plus tard en Tao Pai Pai version cyborg, exactement comme Freezer qui se fait défoncer par Son Goku, et qui revient en mode Freezer cyborg. Voilà, d'ailleurs, les deux se font battre par un personnage secondaire. Le premier Tao Pai Pai se fait battre par Tenshinhan, et le deuxième Freezer se fait battre par Trunks. Donc voilà, c'est toujours les mêmes schémas narratifs qui reviennent et qui se répètent et qui n'en finissent pas. Voilà, Freezer d'ailleurs qui revient dans Dragon Ball Super et qui fait, je crois, un footing de 4 mois et qui passe de « je suis moins fort que le premier Super Saiyan » à « je suis plus fort que le Super Saiyan 4 ». C'est quand même fou. Ça, tu te dis, il n'y a pas d'effort, quoi. Il n'y a pas d'effort, voilà. De toutes les manières, encore une fois, voilà, tous les méchants finissent par être recyclés, et tout ça c'est basé davantage sur la nostalgie que sur une véritable évolution organique des personnages. Et franchement, moi ça finit par me fatiguer. Voilà, je sais pas, on aimerait peut-être de nouvelles menaces, peut-être de nouveaux développements, ce serait sympathique. Pas toujours revoir la sale trogne de Freezer revenir, quoi.
Voilà, alors que le personnage de toute manière n'est pas intéressant. Donc je ne sais pas, je ne sais quoi, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Bon, alors on va finir la vidéo ici, en espérant qu'elle vous ait plu. Je sais que c'est pas une vidéo de ouf, hein. C'est une histoire de faire, c'est une idée que j'avais, un petit concept, des clichés, des trucs qui reviennent souvent de Dragon Ball. Je sais que la vidéo est pas extraordinaire. De toute manière, la vérité, je voulais surtout un peu surfer sur la vague Dragon Ball de ces derniers temps, avec Sparkling Zero et Daima qui sort. Donc voilà, un peu de YouTube monnaie, ça me permettra de mettre la fameuse daronne à l'abri, vous m'excuserez. Voilà, alors en espérant que la vidéo vous ait quand même plu, malgré le fait qu'elle soit relativement médiocre. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, à la prochaine.